Vous êtes sur la première, c'est le journal du matin, 7h37. Irak, Syrie, Gaza, Ukraine, des terrains de guerre parmi les plus médiatisés, des terrains sur lesquels le CICR a rarement été autant sollicité que l'an dernier. Une Croix-Rouge internationale qui, partout, tente de poursuivre sa mission de base, malgré des conditions qui se sont grandement complexifiées, on y viendra. Il y a l'insécurité croissante pour les gens de terrain, pour les délégués, l'isolement, les risques de manipulation, les limites de capacité pour le CICR, une tâche qui est loin d'être aisée. Comment poursuivre cette mission dans des conditions acceptables? Le plaisir ce matin de recevoir le directeur général du CICR, Yves Dacor. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Genève, Yves Dacor, jusqu'à 8h. Vous allez présenter demain d'ailleurs votre rapport annuel pour 2014 avec un premier constat étonnant en tout cas pour le grand public. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est dans le Soudan du Sud que financièrement parlant, vous avez consacré le plus gros de vos efforts, 120 millions de francs. On en parle très peu, le Soudan du Sud. Il y a eu cette guerre à l'époque, jusqu'à la fin des années 90, milieu des années 2000. Il fait partie de ces conflits oubliés. À quoi l'attribuer selon vous ? Moi, j'ai toujours de la peine avec la notion de conflit oublié, parce que pour les gens qui vivent ces conflits, vous imaginez que c'est des conflits qui durent. Oubliés par les médias et le grand public. On peut dire ça comme ça. Au Sud-Soudan, malheureusement, c'est comme on le sait, un pays qui vit une tension, et les populations qui vivent des tensions depuis des années. C'est un pays qui s'est recréé en 2011, et qui malheureusement, depuis quasiment sa naissance, donc il y a maintenant 4 ans, est en guerre, avec des tensions énormes actuellement, avec des enjeux simples qui sont liés à des conflits entre différentes ethnies et différents groupes, avec des gens qui se déplacent beaucoup, et puis une situation alimentaire et sanitaire qui est vraiment dramatique, qui est de toute façon assez dramatique de base. J'allais dire, il y a très peu d'infrastructures, c'est un très très jeune pays, mais évidemment avec un conflit qui ne s'arrête pas, ça devient très très compliqué. Et oui, ça nécessite de notre part une opération immense. L'enjeu pour nous, quand on regarde en fait ce qu'on a fait en 2014 et on se projette, c'est pas seulement qu'on a le Sud-Soudan comme numéro 1 dans nos opérations, c'est qu'on a une série d'opérations qui aujourd'hui font plus de 100 millions de francs suisses, ce qui veut rien dire en termes de quantité, mais en termes de qualité, veut dire qu'on est aujourd'hui effectivement sur beaucoup de fronts. Syrie, si vous parlez d'Irak, au Yémen, on parle aussi évidemment du Sud-Soudan, par exemple, ou la Centrafrique. Donc c'est des très grandes opérations et c'est aujourd'hui effectivement très lourd à gérer. Des opérations à plus de 100 millions, dites-vous Yves Dacor. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Autrement dit, est-ce que vos donateurs sont toujours aussi généreux? On sait que, et on y viendra plus tard, il y a des projets aussi de restructuration, comme dans toute entreprise. Vous avez délocalisé certains de vos secteurs, mais en parlant des moyens, est-ce que vous les avez toujours, ces moyens d'aller sur certains terrains à plus de 100 millions, comme vous dites? Disons l'ambition pour le CICR, ça reste de pouvoir faire une action humanitaire qui est en proximité, vraiment en proximité physique de là où ça se passe. Et de le faire nous-mêmes, en collaboration avec des organisations, avec des Croix-Rouges ou avec MSF par exemple, mais on le fait nous-mêmes. Et c'est évidemment la première contrainte, vous le voyez tout de suite, c'est notre propre personnel, c'est nos gens, d'avoir des personnes qualifiées, compétents, qui peuvent être déployés partout dans des environnements extrêmement difficiles, c'est ça notre limite. Donc on doit effectivement réfléchir à comment est-ce que, comme organisation, on est capable, en faisant très attention, de prendre un peu plus de risques. Et ça coûte de plus en plus cher, ces terrains-là? C'est pas tellement... L'argent reste un enjeu, bien sûr, mais pour être très franc, l'enjeu, il est d'abord humain. C'est d'être capable de pouvoir être là où, dans les conflits en particulier armés, là où il y a de la violence, on parlait du Sud-Soudan, mais regardez le Yémen aujourd'hui, où nous sommes la seule organisation humanitaire à avoir des gens sur place avec MSF. C'est vite vu, du personnel international et du personnel local. Et nous croyons à la combinaison des deux. C'est indispensable. Et c'est ça qui devient aujourd'hui très très difficile. Donc l'argent est un enjeu, mais le fait de pouvoir travailler en proximité avec les personnes affectées, pour pouvoir discuter avec les gouvernements, mais discuter aussi avec des groupes aussi difficiles que Al-Qaïda, les talibans, etc., on doit être capable d'être là où ça se passe. Et ça devient vraiment aujourd'hui très difficile. Est-ce qu'il est de plus en plus difficile, question qui découle de ce que vous venez de nous dire, de trouver des délégués pour partir sur le terrain, dans ces coins aussi dangereux, évidemment, aussi flous parfois, où il n'y a pas de pouvoir clairement déterminé? Concrètement, est-ce qu'il est de plus en plus difficile de trouver du monde, que ce soit des locaux ou ce qu'on appelle des expatriés? Trouver des gens, j'allais dire, n'est pas le problème. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler au CICR, c'est une grande chance pour nous. L'enjeu pour nous, c'est de pouvoir évidemment garder nos personnels expérimentés, de pouvoir au fond s'équiper avec un personnel qui doit être aussi très très différent et très divers, à la fois en termes de compétences. Au CICR, on a des compétences, ça va de médecins très pointus à des diplomates chevronnés, en passant par des ingénieurs sanitaires, à des psychologues, etc. On doit vraiment avoir cette capacité d'amener là, mais aussi avec des nationalités très très différentes. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'en Syrie, par exemple, nous ne pouvons pas déployer 48 nationalités?
parce que simplement le gouvernement syrien et les autorités avec lesquelles on discute ne veulent pas ces nationalités. C'est tous les pays qui sont contre la Syrie. En Irak, on ne peut pas déployer 31 nationalités, c'est tous les citoyens de pays qui sont contre la coalition ou avec la coalition contre Islamic State. Juste pour vous donner des éléments. Donc au CICR aujourd'hui, on doit avoir des gens très compétents, on les a. On doit pouvoir avoir des gens qui viennent de différentes nationalités, de différentes cultures, et de faire en sorte que ces gens, effectivement, soient prêts à aller travailler dans des contextes très difficiles. Donc, c'est cette équation qui est aujourd'hui compliquée. Mais il n'y a pas de crise des vocations, pour revenir sur ma question précédente, non? Non, au contraire. Moi, je suis très frappé de voir aujourd'hui qu'on a des gens qui sont très, très liés, au fond, finalement, à la vocation première de la Croix-Rouge, quoi. Et ça, c'est fantastique. Et de l'humanitaire en général. Et de l'humanitaire en proximité, celui qui est proche des gens. Les gens croient vraiment au lien humain. Et je le vois, c'est intéressant à travers les différentes générations. On a aujourd'hui, en moyenne d'âge au CICR, sur le terrain, des gens qui ont 40 ans, moyenne d'âge. C'est intéressant. Donc, ça veut dire plutôt âgé, j'allais dire. Ouais, c'est plutôt expérimenté, en fait. C'est l'expérience. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aujourd'hui qu'on doit avoir des gens qui sont expérimentés. Mais ça veut dire c'est en moyenne. Donc dans nos équipes, on a des gens jeunes et on a aussi des gens qui sont plus âgés. Et ça, c'est intéressant aussi. La diversité aussi, elle vient avec la diversité des âges et des expériences. Et je vois la même passion à travers les générations. La même passion. Mais 40 ans, c'est peut-être un peu plus âgé qu'auparavant? Oui, c'est plus âgé, oui. Notre population a beaucoup changé, si vous regardez au CICR. On a aujourd'hui 14 500 employés qui sont tous professionnels, qui travaillent au CICR. Et effectivement, en 15 ans, si vous voulez, cette population-là, elle a pris presque 10 ans de moyen âge. Mais c'est naturel, les gens restent plus longtemps au CICR aussi. Au moyenne d'âge aujourd'hui, c'est 40 ans et les gens restent à peu près 8 ans quand ils sont du personnel international. Donc ça montre aussi des gens qui viennent avec de l'expérience et qui nous amènent leur bagage personnel et professionnel, et ça, c'est absolument indispensable. Yves, d'accord, voilà pour les conditions cadres, mais c'est très important de fixer aussi ce contexte-là. Si on revient juste sur le Soudan, c'est un conflit qui est très loin de se résorber. Les combats font rage dans l'état pétrolier d'Unité, on en a parlé tout à l'heure à 7h, c'est dans le nord de la partie sud du Soudan, voilà, pour situer géographiquement les choses. Il y a eu un exode massif, près de 100 000 déplacés, je crois, en quelques jours, en à peine une semaine. Là, pour ces déplacés-là, qu'est-ce que vous pouvez, du côté du CICR, faire concrètement? Pour ce que vous voulez savoir, au Sud-Soudan, c'est malheureusement actuellement un cycle vicieux de la violence. Donc les gens, effectivement, se déplacent très vite parce qu'ils savent qu'une des parties peut venir, et quand les gens rentrent dans les villes, aujourd'hui, il y a beaucoup de pillages, il y a beaucoup de destruction dont les gens ont très très peur. Ce qu'on essaye de faire, c'est, surtout on est dans une période extrêmement charnière maintenant pour le Sud-Soudan, qui est la période juste avant les récoltes. Il y a tout un système aussi avec de l'eau, avec les moussons sur place, donc faire très très attention. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est d'aller auprès de ces gens pour voir si on peut leur amener, au fond, non seulement de la nourriture et je dirais, des besoins de base pour leur permettre maintenant de traverser ces quelques semaines, mais aussi déjà aujourd'hui de réfléchir avec eux si on peut leur amener du matériel nécessaire pour pouvoir planter, en fait, dans les champs aux alentours de où ils sont, soit s'ils peuvent revenir, soit en tout cas là où ils sont. Parce que l'enjeu, évidemment, avec le Sud-Soudan, c'est que vous créez des populations totalement dépendantes de l'aide humanitaire, et là, vous devez faire très attention. Oui, et absolument, c'est peut-être ça, paradoxalement, le plus grand danger. Comment les aider tout en ne les rendant pas dépendantes? Comment vous résolvez cette équation, Yves, d'accord? Au Sud-Soudan, c'est une équation qui est quasiment maintenant qu'on ne peut pas résoudre, en fait. Elle est très complexe parce qu'on a devant nous des populations qui se déplacent très vite. Logistiquement, vous devez savoir, le Sud-Soudan est un cauchemar. C'est très grand, c'est des marais partout. Il y a des saisons des pluies terribles. Des saisons des pluies, voilà, il y a peu d'infrastructures, donc vous devez vous déplacer soit à pied, soit en hélicoptère ou en avion. Les camions sont quasiment... c'est pas possible de les utiliser. Donc effectivement, ça reste très compliqué de pouvoir permettre aux gens de s'installer et de rester un tout petit peu, surtout s'ils se déplacent. Il y a des enjeux de protection majeurs. Il y a encore aujourd'hui des milliers de gens qui sont dans des camps des Nations Unies, qui n'ont toujours pas réussi à sortir parce qu'ils ont tellement peur. Il y a tellement de menaces aujourd'hui. Moi, je suis personnellement très inquiet pour le Sud-Soudan et pour l'évolution actuellement. Alors voilà, pour le Sud-Soudan, il y a le Yémen, on en parlait aussi, autre conflit un tout petit peu à l'écart des radars médiatiques, bien qu'on en parle un peu plus que le Soudan. Les avions de la coalition arabe, dirigés par l'Arabie Saoudite, ont encore bombardé ce week-end l'aéroport international de Sanaa, la capitale, qui était jusque-là sous contrôle des rebelles. On reparle d'un possible cessez-le-feu pour ce mardi soir, demain soir. Est-ce que vous y croyez, Yves, d'accord? J'espère. Nous, on a fait une demande déjà d'un cessez-le-feu humanitaire de 24 heures. On a fait ça il y a un mois déjà, ça n'a pas eu lieu. Il y a aujourd'hui un cessez-le-feu qui est vraiment humanitaire. Il devrait se passer pendant 5 jours. J'espère que ça peut se passer parce que les gens au Yémen ont absolument besoin de pouvoir un tout petit peu souffler. Il faut vous dire que le Yémen, c'est effectivement énormément de pression actuellement. C'est des bombardements très très violents dans certaines régions. Vous l'avez mentionné, Sanaa, mais aussi à Sada au nord par exemple. À Aden, il y a des combats extraordinairement violents. Il faut
faut absolument que ça s'arrête quelques jours, ne serait-ce quelques jours, pour que les gens puissent simplement se rééquiper, pouvoir juste aller voir ce qui s'est passé pour les voisins ou les amis, juste que nous, on puisse aussi atteindre les blessés dans certains endroits. Donc c'est indispensable qu'effectivement, il y ait quelques jours de pause humanitaire. C'est ça, un des plus gros défis du CICR aujourd'hui, c'est négocier la trêve humanitaire, l'accès aux zones de conflit avec les parties belligérantes. C'est ça le défi numéro 1 maintenant, plus qu'avant encore? Le défi numéro 1, c'est vraiment de pouvoir effectivement accéder directement aux personnes qui sont affectées et de le faire de façon totalement impartiale. Au Yémen, ça veut dire pouvoir accéder aux régions qui sont contrôlées d'un côté par les Houthis et de l'autre contrôlées en partie par les gens qui sont soutenus par la coalition arabe. Et c'est ça les enjeux aujourd'hui. On le voit partout en Irak, en Syrie, et c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui qui est vraiment indispensable. Mais l'enjeu, il n'est pas que d'avoir accès, c'est de pouvoir rester ensuite en proximité avec les gens. Et dans un environnement, on voit où il y a une fragmentation très grande dans tous ces conflits, où aussi, il faut reconnaître, il y a aujourd'hui peu de convergence internationale au niveau politique. Il y en a peu. Regardez le Conseil de sécurité, il est aujourd'hui dans une incapacité absolue de proposer des solutions. Malheureusement, on le sent tous les jours sur le terrain, tous les jours dans tous les conflits. Peu de convergence internationale, et effectivement l'exemple de la Syrie est très parlant. À propos de la Syrie et de l'Irak, votre président, Peter Maurer, précisait que le CICR, là, était arrivé aux limites de ce qu'il pouvait faire. Est-ce que c'est toujours le cas? On était fin 2014, on est maintenant en mai 2015. Est-ce que c'est toujours le cas? On est aux limites, voire même au-delà? Le CICR est connu, moi je connais le CICR comme une organisation qui pousse ses limites, pas à pas. Et au fait, en Syrie, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue à faire. On pousse nos limites pas à pas, on fait attention, mais on pousse nos limites. Aujourd'hui, en Syrie, notre opération, elle est vraiment elle est intéressante dans la mesure où elle est plus seulement à Damas et dans quelques endroits comme à Tartouz. Elle est aujourd'hui, par exemple, dans la grande ville d'Alep, qui est vraiment un enjeu majeur, où on a aujourd'hui du staff international et du staff national qui peuvent travailler, qui peuvent traverser les lignes, qui peuvent amener des médicaments, par exemple, d'un côté de l'autre. Donc ça, c'est un vrai progrès qu'on a réussi à faire. Mais c'est vrai, en Syrie, ce qui me fait énormément de soucis, c'est que vous restez avec des violences incroyables, avec un conflit qui dégénère. Il n'y a aucune solution politique en vue. Et c'est ça peut-être le problème. Quand on fait le tour, Sud-Soudan, Yémen, Syrie, Irak, il n'y a pas de solution politique, ou il y a peu de solutions politiques. Et évidemment, pour les gens qui combattent, comme pour les personnes qui sont là, coincées dans ces conflits, évidemment, ça donne très très peu de perspectives dans les mois et dans les années qui viennent. Il y a un peu de Sisyphe aussi dans le combat du CICR, dans le vôtre, Yves D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu abattu, déprimé humainement? Ça doit être très dur aussi, ça, non? Non, parce que je crois qu'on est quand même conscient à la fois de notre rôle. Notre rôle est limité, on est humble par rapport à ça. On sait qu'on peut amener de l'aide humanitaire, on sait qu'on ne peut le faire que avec l'accord des gens. L'aide humanitaire, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui se négocie, qui se discute, y compris d'ailleurs avec les personnes qu'on aide. Elles ont des attentes par rapport à nous. On sait qu'une simple présence humaine par rapport, des fois, peut faire des différences gigantesques. Donc ça vous donne de la force. Par contre, c'est vrai, je le sens tous les jours, nous sommes parfois débordés par ce monde qui change tellement vite, par le nombre, l'intensité des crises, et ça nous oblige évidemment comme organisation en même temps à répondre à plus de besoins, et en même temps on doit, pour pouvoir répondre, nous transformer. On doit réfléchir à notre logistique, on doit réfléchir à nos ressources humaines, on doit réfléchir à notre capacité de trouver du financement, en même temps qu'on doit chercher à répondre plus. Donc c'est cette en même temps qui rend les choses aujourd'hui difficiles, c'est vrai. Vous adaptez effectivement à ce monde qui change, vous transformez. Par quoi ça va passer? Quels sont vos scénarios là, j'allais dire à l'interne, Yves D'accord? Chez nous, l'élément central, c'est nos collègues, nos collaboratrices et nos collaborateurs. C'est ça qui est l'élément central. Donc, c'est d'avoir aujourd'hui les bonnes personnes qui puissent pouvoir travailler dans des conditions difficiles, avec les compétences adéquates, avec les nationalités adéquates. Vous n'avez pas changé votre structure, votre méga-structure? Non. Notre méga-structure, globalement, elle reste la même. Nous, on a un centre très clair, très fort, c'est Genève. Et puis, il est important, plus on est une organisation, je vais dire, internationale, plus c'est important Genève. Symboliquement, pour nos employés, c'est très important qu'ils puissent se situer par rapport à Genève. Et puis, vous avez ensuite des travails de délégation dans chacun des pays où on travaille, dans les 84 pays. Maintenant, ce sur quoi on doit travailler, c'est tous nos services de soutien, bien sûr. On est une grande organisation. Prenez l'exemple, par exemple, de l'informatique. Jusqu'il y a quelques années, c'était que nos employés internationaux qui avaient accès, finalement, à nos services, intranet, tout ça. On a décidé que c'était l'ensemble de notre personnel. Du jour au lendemain, vous passez de 1500 à 14 000 personnes qui ont accès à vos services informatiques. Ça veut dire 24 heures sur 24 d'autres installations. Et dans ce cas, effectivement,
on utilise ce qu'on avait déjà mis en place, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des centres décentralisés, on a Mani. C'est à Belgrade pour l'informatique. Voilà, Mani pour tout ce qui est la comptabilité et le reporting, ça fait déjà depuis longtemps qu'on l'a, mais on l'a renforcé, et Belgrade aujourd'hui effectivement qu'on ouvre pour les services informatiques. Oui, il y a eu quelques critiques en disant le CICR n'est plus tout à fait genevois. D'autres délocalisations en vue, Yves, d'accord? Bien sûr à part ça, il y a des critiques, c'est aussi difficile parfois pour mes équipes qui trouvent ça pas évident de voir comme ça des évolutions. On sait simplement, malheureusement, dans un environnement dans lequel on doit à la fois vraiment aller pour de l'efficacité, c'est-à-dire amener de l'aide humanitaire à tout prix là où c'est nécessaire, mais en même temps, nos services de soutien, on doit le faire avec une efficience claire, on doit réfléchir à ces questions-là pour pouvoir se permettre de gérer, au fond, à la fois notre croissance. Notre croissance, elle est que sur le terrain. C'est là qu'on doit pouvoir le faire et gérer le reste avec une efficience maximale. Donc des délocalisations ne sont pas exclues, d'autres délocalisations pas exclues à l'avenir. On va faire attention avec ça. Non, mais évidemment, on a des plans, une vision très précise. Par contre, ce qui est indispensable, c'est que Genève, et c'est ça l'élément, nous, on veut rester avec un Genève qui est fort. On va avoir un budget, si on gagne au budget, et un nombre de personnel stable à Genève dans les années qui viennent. Par contre, c'est vrai, à l'intérieur de ça, il y a des transformations dans notre siège. Ça veut dire qu'on a effectivement moins de gens qui vont faire du service de soutien, et on va avoir plus de gens qui font du soutien opérationnel, de la diplomatie humanitaire, du droit international, par exemple, ou du travail de formation.